Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 12e épisode du Seb Show dédié à la 40e saison de Survivor, Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, me jeter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, nouvel épisode, même routine, Tony a complètement dominé le dernier épisode, du début à la fin. Pas nécessairement parfaitement. Il y a eu des choses qui ont été un peu, je vous dirais, moyens sur sa stratégie, ou du moins sur ce qu'il laissait transparaître. Néanmoins, ça a été un épisode qui a été purement centré sur lui. Il n'y avait quasiment pas d'autre histoire. C'était soit les gens qui voulaient éliminer Tony, soit les gens que Tony voulait éliminer, les stratégies de Tony, les actions de Tony. Donc, un épisode vraiment centré sur le personnage. Et je pense qu'aussi loin dans le jeu, c'est important. Je vous l'ai expliqué un peu dans un des derniers épisodes. Maintenant, à ce stade-ci du jeu, vous avez la fonction de... On veut... La production va vouloir qu'on veuille voir quelqu'un gagner. Et on veut aussi expliquer pourquoi les autres gagnent pas. Et donc, dans cette vision-là, dites-vous que c'est pas une saison ordinaire, c'est Winners at War. Je veux dire, c'est les plus grands gagnants de l'histoire de Survivor, ou presque. Il en manque quelques-uns quand même, mais la grande majorité sont les grands gagnants de Survivor, ceux qui ont marqué le plus, à quelques exceptions près. Et donc, dans cette philosophie-là, ils vont pas vouloir que, rendu en finale, on ait un sentiment comme de... Ils vont vouloir qu'on soit heureux de voir le gagnant, qu'on comprenne sa victoire. Et donc, dans cette catégorie-là, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, avec le dernier épisode, il reste pratiquement juste Tony qui répond à cette catégorie-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne changera pas. Peut-être qu'on va avoir un élément de surprise qui va survenir. Mais présentement, on veut voir Tony gagner parce que il fait le show. Et je pense que la production, qu'on le veuille ou non, met de l'énergie beaucoup là-dessus. Et la production ne voudrait pas, par exemple, revivre un Rick Devon, entre autres, de l'île d'extinction. C'est-à-dire, on veut le voir gagner, il arrive dans les 4 derniers, puis on est comme « Ah, man, c'est Chris qui l'élimine. » Puis c'est qui ça, Chris? Ça serait pas le sentiment qu'on aurait cette saison-ci. On saurait quand même qui gagnerait et pourquoi cette personne-là va gagner, rendu là, ça l'élimine Tony. Mais il y aurait une certaine insatisfaction, à moins qu'il arrive beaucoup de choses d'ici la fin. Donc il reste quand même une marge de manœuvre. Le prochain épisode, un épisode double, il peut se passer énormément de choses. Fait qu'on va voir si la cadence ralentit pour Tony, qu'on voit un autre joueur émerger de tout ça, ou si ça va être l'inverse, puis on va voir Tony dominer de plus en plus, puis pousser de plus en plus fort vers sa propre stratégie pour gagner à la fin. Donc, j'ai hâte de voir, mais présentement, Tony est quasiment seul en avant. Il y avait certains joueurs que je considérais potentiellement intéressants pour quand même remporter, parce que faut dire que c'est pas tous les joueurs qui sont vus négativement à l'heure actuelle. Je pense que dans la catégorie de joueurs vus négativement, vous avez Ben. Présentement, on a l'impression que la production essaye de nous raconter comment que Ben va perdre. Ou pourquoi Ben va perdre. On le voit, il veut pas parler à Jérémy. Il était très, je pourrais dire, je vais utiliser l'expression bitch envers Adam. Sa stratégie est coup-ci, coup-ça. On l'a vu essayer de cacher l'idole à Tony. On dirait que Ben, ça marche pas. On dirait que le mélange se fait pas. Autant que dans sa saison d'origine, il a dominé, autant que cette fois-ci, on dirait que il l'a pas. Puis on dirait que Ben a oublié le fait que à la fin, les gens votent pour un gagnant. Et donc, de ne pas parler à Jérémy, c'est une stratégie qui est exécrable. Parce que de te mettre Jérémy à dos avant de l'éliminer va faire en sorte que Jérémy a le pouvoir sur Nathalie, probablement. Jérémy va être capable de dire à Nathalie
Ouais, Ben, il a pas voulu jouer, il a pas voulu me parler, il a pas voulu ci, il a pas voulu ça. Nathalie est là depuis le tout début, donc elle a une très belle relation avec tout le monde, probablement sur l'île d'extinction. Jérémy est capable de très bien défendre son point aussi dans un juré. Pourquoi tu te mets Jérémy à dos comme ça, Ben? Pourquoi tu le niaises puis tu l'envoies chier de cette façon-là? Je veux dire, c'est tellement mauvais. puis j'ai l'impression que la production essaie de nous expliquer de ouais, Ben va perdre à cause de ça. C'est comme Ben, il va se faire ramasser, il va se faire démolir à cause de ça. J'ai cette impression-là, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais c'est l'impression que ça me donne à chaque fois que je vois Ben. Puis au début, on voyait Ben qui était comme un peu bizarre dans sa tribu d'origine avec Rob et ces choses-là, puis de pas être en contrôle du jeu. Puis ça me donne quasiment l'impression d'un joueur qui perd en finale. Un peu comme Angelina, v'là 2 saisons de ça. Ça me donne ce feeling-là, ou Noura, la saison passée. Ça me donne un feeling de joueur qui se retrouve à la fin, qui est pourtant un joueur légendaire dans une certaine mesure. Je veux dire, pas autant que Tony, mais quand même qui était respecté des autres joueurs au départ. Puis qu'on dirait que là, les joueurs le respectent plus. Pas en tout. C'est comme. Puis même le public. Ce qui est étrange, c'est que Ben a une belle histoire potentiellement avec le public. Je veux dire, le gars s'est battu pour le syndrome post-traumatique des militaires la première fois. Il voulait faire des dons à ce niveau-là. Il s'est battu avec lui-même dans une certaine mesure, justement parce que lui, c'est un soldat qui a vécu des événements post-traumatiques suite à l'Irak et ces choses-là, fait que la guerre en Irak. Et donc, Ben a à la base une très belle histoire à raconter. C'est d'ailleurs cette histoire-là qui a permis de gagner en partie la première fois. Cette fois-ci, on n'a pas ça. On n'a pas ce sentiment-là, on n'a pas cette appréciation-là du joueur. Donc la production veut même pas qu'on prenne pour lui, même sur un point purement émotionnel, la chose. Ben, je me dis, il perd ou il se fait démolir, humilier dans une élimination. Puis même à ça, même s'il se faisait démolir, je pense qu'il essayerait de tempérer ça. Il essayerait quand même de montrer le beau côté de Ben. Puis à date, j'ai pas eu l'impression qu'il montrait un beau côté de lui. C'est Ben puis Kim sont mes très grosses déceptions de la saison, sincèrement. Kim, je considère qu'elle a pas vraiment joué. Elle a essayé. On va lui donner le bénéfice du doute qu'au moins elle a essayé. Ben, il joue de façon exécrable. Son jeu social est pourri. Il est pas capable de s'adapter dans les situations. Je sais pas ce qui se passe avec lui, sincèrement. Mais on dirait qu'on nous amène le fait que il va perdre. Puis j'ai cette impression-là que Ben peut se retrouver en finale contre, exemple, Tony. Et ça va rendre la victoire de Tony encore plus grande. Parce que les gens considèrent que Ben pouvait être un aspirant potentiel à gagner par rapport dans le fond, à son bagage de jeu. Puis je considère que oui, il y avait la chance de pouvoir gagner une saison comme ça et il l'a complètement scrappé dans sa façon de jouer. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. J'ai hâte de voir. Ou ça va être le joueur qu'on va vouloir voir éliminé, puis qui à un moment donné va se faire éliminer, mais c'est bizarre quand même pour un joueur qui était quand même aimé du public, de virer comme ça. C'est comme. Ça me fait penser un peu à James dans Heroes vs Villains, où ce qu'il est passé d'un fan favorite à un joueur qui a été détesté à tour de bras. Ça me donne un peu ce feeling-là. Pas autant que James. James était beaucoup plus arrogant, bitch, mange-marde dans Heroes vs Villains, mais ça reste quand même, ça donne ce feeling-là. Je pense que la même chose un peu du côté de Michel. On nous explique, en tout cas, ça me donne l'impression qu'on nous explique pourquoi qu'elle perd. Dans le sens qu'on la voit avec ses stratégies bâtardes. Elle vient de donner son 50-50 à Jérémy, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais move, mais qui était peut-être pas nécessaire. Je veux dire, je comprends que tu veux protéger Jérémy, mais tu veux-tu vraiment te ramasser avec Jérémy en finale? Je suis pas sûr. Donc, je comprends son point. Elle vote quand même contre lui.
Les autres votent pour le garder. Jérémy survit à ce vote-là sans le vote de Michel. Je veux dire, Michel est complètement pas là. Je veux dire, Michel, stratégiquement, c'est 0 puis une barre. Puis le problème de Michel dans la situation, c'est qu'elle prouve exactement ce que tout le monde disait depuis sa saison d'origine, c'est-à-dire, elle a gagné par la luck et non pas parce qu'elle était bonne d'aucune façon. Il y a des gens qui essayaient de dire ouais, mais quand même, elle était pas si mal, puis tout. Mais sa victoire a toujours été illégitime la première fois. Tout le monde considère que sa victoire, c'était, excusez de dire ça de même, mais c'est de la merde. Elle arrive dans un All-Star où ce qu'elle a cette possibilité de pousser la machine puis d'essayer de provoquer des choses, elle le fait pas. Elle est toujours du mauvais bord, elle est toujours tout croche, ça y a rien rapporté. Puis c'est là que je vous disais, l'autre jour, je faisais la comparaison avec Adam. Adam était tout croche aussi, mais il essayait. Il essayait de provoquer quelque chose, il essayait de montrer qu'il était plus puissant qu'il l'était en réalité. Donc, au moins, l'effort était là. Michel est comme, je suis là, puis c'est ça. C'est à peu près tout. C'est un peu bizarre. Fait que c'est une joueuse que on dirait qu'on a l'explication de pourquoi qu'elle perd à la fin, elle aussi, un peu comme Ben. On a comme cette explication-là. Donc, ces deux joueurs-là, je les vois pas gagner. À moins vraiment de se retrouver encore là contre quelqu'un d'autre qui est aussi insignifiant que les autres, mais il reste plus beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment aspirer à ce niveau-là de genre, peut-être un joueur de l'île d'extinction. Et c'est à peu près tout. Donc, à part de ça, on a Jérémy. Jérémy survit. On sait pas comment. Les joueurs disent ah, Jérémy, il va gagner à coup sûr à la fin. Jérémy, c'est extraordinaire. Jérémy. Mais nous autres, en tant que public, on voit rien de ça. Jérémy, c'est 0 pinball lui aussi. Dans le sens que Jérémy est plus compétent que Michel, si on compare. Mais il n'est pas aussi compétent que ce que Jérémy devrait être compétent dans les circonstances. Je veux dire, si on compare à sa deuxième saison, même à sa saison d'origine, Jérémy était un joueur beaucoup plus présent, beaucoup plus puissant à la base, qui inspirait quelque chose. Cette fois-ci, encore là, il est là. Il survit. Il y a des moments cocasses quand même par rapport à lui, mais il n'y a pas d'histoire bâtie autour de Jérémy. Au début, j'avais l'impression que Jérémy pouvait être vraiment un très gros aspirant à la victoire, surtout quand je le voyais recevoir des avantages de Nathalie, recevoir des choses de Nathalie, je me disais, oh boy, s'il est boosté par Nathalie à la fin, ce duo-là peut être vraiment extrêmement fort. Et si Jérémy profite de ces événements-là, ça va être merveilleux. Mais au-delà de ça, encore là, c'est rien. C'est plate, c'est rien. C'est un joueur décevant. Je vous dirais pas du niveau de Ben, je vous dirais pas du niveau de Michel. Michel, on n'avait pas beaucoup d'attentes, mais c'est encore pire que les attentes qu'on pouvait placer. Jérémy, il est juste là. Ben, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs, on aurait dit qu'il était là, c'est tout. Il était présent dans le jeu, mais ils n'ont pas rien fait pour se démarquer d'aucune façon ou de contrôler leur destinée. Jérémy donne un peu cette impression-là, c'est un peu bizarre, mais ça, c'est le côté un peu négatif. On a vu Denise qui a réagi fortement face à Jérémy, qui voulait plus parler à Jérémy. Encore là, Denise, tu penses à quoi? Je veux dire, je comprends, vous voulez plus que le vote change, probablement à ce stade-là. Moi, à mon sens, elle aurait peut-être dû continuer la discussion parce que le vote a été contre elle, d'une certaine façon, en éliminant Kim. Elle a été comme du mauvais côté, du moins de l'interprétation qu'on peut en faire. Je ne sais pas si elle a donné un vote par sympathie ou autre, en sachant peut-être qu'elle était frustrée parce que le jeu allait pas dans sa direction pantoute. Elle le savait, mais elle a resté quand même loyale envers les personnes en qui elle avait promis de voter contre Jérémy. Mais ça reste quand même que Denise, sa réaction était comme exécrable sur le moment. Et Denise a fait un gros move. Elle gagne des immunités, ce qui est quand même impressionnant. Elle a gagné quand même encore une fois l'immunité de son côté. Donc, c'est impressionnant. Elle a un résumé qui est potable pour la finale. Je veux dire, si Tony ne fait pas la finale, puis c'était Denise qui était à sa place, Denise a énormément d'outils pour vendre sa victoire.
Mais ça donne pas l'impression qu'elle va les avoir, qu'elle va se rendre là. Ça donne l'impression de quelqu'un qui va être éliminé avant ça. Et cette interaction-là avec Jérémy, en mon sens, le démontre très bien. Je veux dire, on sent pas qu'elle non plus va gagner le jeu. J'ai pas ce feeling-là. Et ça fait en sorte que c'est comme plate parce elle fait quand même des choses, mais on dirait que l'histoire, il n'y a pas d'histoire autour de Denise encore là. Donc la production a choisi de vraiment comme l'écarter de l'émission d'une certaine façon, de faire comme, ouais, elle fait certaines choses, mais on s'en fout pareil. Alors que des fois, des banalités de d'autres joueurs peuvent être pris en considération, puis peuvent être montrées. Denise, on voit pas grand-chose d'elle. Sarah, qui a pété une crise contre Tony, malgré tout, elle a resté loyale envers lui. Elle aussi, son jeu est en train de vraiment basculer. Elle était beaucoup plus en contrôle. Là, vu qu'elle est moins en contrôle, qu'elle est plus on pourrait dire, la suiveuse, le follower de Tony, que vraiment la leader, celle qui prend le lead complet du jeu. On dirait qu'elle non plus, elle peut plus vraiment gagner la saison. C'est comme plate. On n'a plus cette impression-là de victoire potentielle. Donc, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Il nous reste évidemment Tony, qui, en mon sens, domine complètement. Rob, qui dit Tony is a boss. C'est un boss. Et juste ce commentaire-là de Rob montre à quel point que Tony, sa présence a l'air d'avoir un impact majeur sur le jeu. Le jury semble avoir l'impression que Tony mène complètement ce qui se passe dans le jeu. Et il nous reste, je pourrais dire, Nick. Nick qui est un peu plus, je pourrais dire, on dirait qu'il y a une histoire en arrière de Nick. On n'est pas sûr de savoir quelle histoire qu'il y a en arrière de Nick, mais je pense que Nick a encore des chances de gagner. Exemple que je pourrais voir très bien, un peu ce qui s'est passé dans sa saison d'origine. Par exemple, que Nick gagnerait les 2-3 dernières immunités, arriverait dans les 4 derniers, puis dirait je laisse tomber mon immunité, je m'en vais sur le firemaking contre Tony, et qu'il élimine Tony. Exactement ce que Chris a fait, Chris Underwood avait fait contre Rick Devon, mais au moins Nick aurait la légitimité d'aspirer, en mon sens, à la victoire rendue là, en disant j'ai éliminé Tony, vous avez voulu me sortir dès la première journée, j'ai réussi à survivre jusque-là, j'ai gagné quelques immunités à la fin, j'ai toujours été relativement du bon bord du vote, presque. J'ai contrôlé ma destinée sur bien des aspects et j'ai fait les bons moves au bon moment. Il n'a pas fait de grands moves, je veux dire, il n'a pas été spectaculaire, mais il a quand même fait partie des tendances de mots. Il a donné quand même des tokens à Tony. Il pourrait vendre cet aspect-là, de dire j'ai aidé Tony parce que je voulais mettre une cible sur le dos de Tony. Ça lui a mis une cible. Moi, j'ai éliminé Tony éventuellement parce que Tony devenait trop grand. Mais je me suis protégé pendant un bout de temps en me plaçant volontairement derrière Tony. Je l'ai suivi. Puis quand je n'avais plus besoin, c'est moi qui l'ai éliminé. Ça pourrait être quelque chose de potable à vendre. Mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas non plus. C'est possible. Nick a encore cette possibilité-là. Fait que je vous dirais que ça pourrait être satisfaisant à la fin. De dire, ouais, ok, Nick a quand même traversé beaucoup d'épreuves. Mais est-ce que c'est ce que la production voudrait d'une finale? Voir Nick gagner, voir Tony se faire éliminer 4e, peut-être ou 5e. Je sais pas, il manque de quoi. Puis au-delà de ça, ben, c'est les gens sur l'île d'extinction qui peuvent revenir. Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont encore cette possibilité-là, en mon sens, de revenir. Tyson, Kim pourrait, on va voir comment on va la voir sur l'île d'extinction dans les prochains... dans le prochain épisode. Yule, Rob. C'est à peu près le mix qu'il peut avoir ici. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Les histoires sont pas assez développées sur l'île d'extinction. Ça ressemble beaucoup à ces joueurs-là. Je serais pas surpris de revoir Tyson revenir en jeu.
Kim, je pourrais la revoir en jeu, mais encore là, comme je vous ai expliqué, les voir gagner, rendu à ce stade-ci, en mon sens, c'est impossible. Euh, donc, Tony, la stratégie qu'il y a eu dans le dernier épisode, je trouve que d'un côté, c'était un peu bâclé. Je vais prendre comme au vote de tribu à la toute fin. Je comprends pourquoi il a fait ses moves. Est-ce que c'était les bons moves à faire? Ça s'est avéré être bon, mais je pense qu'il aurait pu se faire fourrer facilement ici. C'est-à-dire que, surtout quand Tony a réagi en regardant Jérémy et en disant veux-tu utiliser ton pouvoir? T'es correct, mais si tu veux l'utiliser, utilise-le. Donc, ce que les joueurs voient, surtout le juré, c'est Tony est en contrôle. Tony donne de la latitude à ses alliés, mais en même temps, essaye de les aider. Fait comme, écoute, fais-moi confiance. Moi, je sais que le vote est correct. Mais si tu doutes, vas-y. Mais je t'incite pas à utiliser ton pouvoir. Parce que tu n'en as pas de besoin. Donc, il aide son allié. Il fait la même chose avec Sarah de l'autre côté. T'sais, de dire, Sarah, tu te sens-tu safe? Es-tu correct? Veux-tu que je l'utilise, mon idole? Fait que d'un côté, il a l'air de prendre soin de son monde. Il a l'air de contrôler leur destinée. De lui donner de la latitude, genre, je suis pas bossy, je leur impose pas mes pensées, un peu comme ce que Rob faisait. Mais en même temps, je leur offre le choix, mais j'essaie d'être là pour les protéger, puis en même temps, je protège ma game. Puis, je m'assure de la loyauté de ces joueurs-là. En plus, Tony, en faisant ce move-là par rapport à Sarah, c'était de démontrer, de dire, j'ai une idole, je suis capable de l'utiliser, fait que si vous me faites chier, vous êtes dans la merde. C'est un peu ça aussi. C'est l'élément de peur, mais de façon diplomatique. Puis c'est un élément que Tony a très bien utilisé dans le passé aussi, quand on pense à sa saison d'origine, où ce que son bag of tricks, de je vais faire quelque chose avec mon bag of tricks si je me sens en danger, ça avait très bien fonctionné pour lui. Et cette fois-ci, on a encore cette impression-là qu'il utilise un peu cette stratégie-là. Ça aurait pu, par contre, backfire complètement sur Tony. C'est-à-dire qu'en démontrant son allégeance avec Jérémy, en démontrant son allégeance avec Sarah, les autres auraient pu se regarder et faire comme hey man, faut faire de quoi, c'est? Faut en éliminer un des trois. Là. C'est comme. Moi, dans ma tête, là, je comprends que là, le vote était comme déjà fait. C'était trop tard. Mais il me semble que ça donne une idée de comme. Tu sais, si t'es Ben, t'es Nick, t'es Denise, tu veux-tu vraiment. Puis même Michel, tu veux-tu vraiment rester du côté de Tony alors que tu sais qu'il prend soin de Jérémy et de Sarah? Il faut que tu aies vraiment une confiance aveugle envers Tony pour faire comme ouais, je lui donne ce potentiel-là parce que je suis sûr qu'il va éliminer Jérémy le prochain. Jérémy, il a quand même un pouvoir dans ses poches, puis tout le monde l'a vu. Fait que, je sais pas comment. Moi je sais pas avoir. Puis d'avoir vu Tony forcer autant pour garder Jérémy, Tony était légitime de vouloir garder Jérémy au-dessus de Kim. Kim ciblait Tony directement, essayait de sortir Tony directement. Donc, Tony, aller contre Kim, c'était logique, mais pour les autres joueurs, Ben, Nick, Michel, c'était comme. Pourquoi vous n'avez pas voté Sarah? Moi, à mon sens, puis même si Sarah avait été obligée d'utiliser une idole, puis que le vote n'aurait pas fonctionné, puis encore là, évidemment, on amène l'aspect que le vote était déjà fait quand Tony a fait ce move-là, mais je veux dire, même la prochaine fois, d'éliminer l'idole de Tony en essayant de sortir Sarah serait une stratégie extrêmement viable, ou de sortir Tony, rendu là, c'est possible aussi, puis d'arriver de dire de vendre l'aspect de dire écoute, on va tout sur Jérémy, tout le monde voterait pour Jérémy. Tony serait en confiance en se disant ok, je sacrifie Jérémy. Je pense qu'à ce stade-ci, ça serait le bon move à faire. Puis finalement, sortir Sarah au lieu de Jérémy. Ou sortir Tony au lieu de Jérémy. Est-ce que Tony serait assez fou pour pas utiliser son idole dans une situation de même, comment qu'il feel? Tony est quand même assez je vous dirais, assez présent d'esprit pour sentir la pression qui peut se faire, puis de se dire, ok, je suis peut-être en danger, mais il verrait peut-être pas par rapport à ça. Il verrait peut-être pas venir. Fait que de sacrifier Sarah, peut-être en mettant beaucoup de pression sur Jérémy,
laissant le doute à Tony que peut-être que le vote serait contre lui, que lui, il utiliserait son idole sur lui, que le vote serait pas contre Jérémy, puis que finalement le vote serait sur Sarah. Je pense que pour les joueurs restants, ce serait la meilleure stratégie à adopter. Est-ce qu'ils vont faire ça? On dirait que les joueurs sont comme aveuglés par Jérémy. Tous les joueurs veulent sortir Jérémy à n'importe quel prix. Il y a tellement de joueurs qui ont l'air de vouloir sortir Jérémy. Puis je comprends. Jérémy est un gros joueur. Mais à un moment donné, il faut que tu sois aussi stratégique en tant que tel dans la globalité. Je veux dire, c'est pas juste genre j'élimine un joueur. Il faut aussi que tu vois ta victoire potentielle. Puis plus Tony se rapproche de la fin, plus t'es dans la marde. Parce que les gens, comment je pourrais dire ça, non? Tony était vu comme la quatrième plus grosse légende de la saison. Donc, on s'entend que les trois premières légendes, c'était Rob, Parvati, Sandra. J'ai toujours considéré que Sandra était pas valide dans cette catégorie-là. Mais, bref, c'était quand même l'impression de la majorité. Tony tombait quatrième en termes de puissance de joueur. En puissance de feu, Tony est divertissant, Tony est stratégique, Tony est socialement apte à aller loin. Donc, la deuxième fois qu'il a joué dans sa deuxième saison, il a tellement été vu comme une grosse menace qu'ils s'en sont débarrassés en deuxième position. Pourquoi? Parce que tout le monde considérait que c'était le joueur à battre de cette saison-là, même plus que Sandra. Fait que dans un contexte comme ça, Tony se rendre à la fin de la saison de Winners at War, c'est quasi inimaginable. Dans le contexte où c'est un des 4 joueurs les plus puissants de l'histoire de Survivor qui se rendra en finale, alors que les 3 autres ont été éliminés pre-merge. Puis on s'entend que Sandra a été éliminée un peu de façon... un peu avec la honte. Je pense qu'elle a perdu vraiment énormément de lustre avec Winners at War. Rob a conservé quand même une certaine légitimité. Parvati, on ne l'a pas vu, elle a perdu un peu. Mais bon, les gens pardonnent à Parvati, ce qui ne pardonnent pas nécessairement à Sandra. Donc, puis là, j'en viens à une question que un d'entre vous m'a posée. Et c'était Michel Silence qui a inscrit sur le dernier vidéo. Si Tony gagne, est-ce qu'il doit être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de l'émission? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que si on prend, mettons, on compare avec les 3 meilleurs joueurs de l'histoire. C'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme les 3 meilleurs joueurs. Rob, Sandra et Parvati. Tony a gagné à sa première présence. Ce que Rob n'a pas pu faire et ce que Parvati n'a pas pu faire. Sandra a gagné à sa première présence. Je vous dirais pas par la loc, mais c'était proche de ça. Parce que normalement, n'importe qui de censé aurait pas emmené Sandra en finale, il aurait emmené Johnny Fairplay. Et Liliane, qui était là à Pearl Island, a fait le choix de volontairement perdre pour laisser Sandra gagner. C'était vraiment ça. Liliane a sacrifié sa game. Puis c'était pas... Je pense que Liliane aurait sacrifié sa game sur n'importe quelle joueuse qu'elle considérait valable. C'était pas genre que Sandra l'avait manipulée pour être emmenée à la fin. Liliane s'est retrouvée en finale dans les 3 derniers. Elle a regardé, elle s'est dit, bon, c'est qui mérite le plus de gagner entre Sandra, Johnny Fairplay? C'est Sandra, parfait, j'emmène Sandra. C'est comme ça qu'elle a pensé. Et donc, de ce côté-là, je vous dirais que Sandra n'a pas été très puissante dans Pearl Island. Elle a fait, je vous dirais, peut-être un move d'importance, c'est-à-dire l'élimination de Burton rendu dans les 5 derniers, où ce qu'elle a eu un peu plus de contrôle sur le vote. Mais c'est à peu près tout. Elle a gagné un peu par défaut, Pearl Island. Il n'y avait pas de satisfaction de voir Sandra gagner Pearl Island. Nyros vs Villain, sa victoire, en mon sens, est encore plus illégitime. Dans le sens qu'elle s'est rendue à la fin, mais elle n'a jamais été en contrôle de rien pantoute. Elle a toujours réussi à s'en sortir, mis à part le vote contre coach, où ce qu'elle a contrôlé Russell Hens de ce côté-là.
Sandra aurait pu être en danger des dizaines de fois dans Heroes vs Villains. Et c'est pas elle qui s'est sortie de la merde. C'est pas elle qui a provoqué le fait de pas se faire éliminer. Elle a toujours été dans des situations où finalement les autres décidaient de la laisser vivre parce qu'ils considéraient que c'était pas une joueuse d'importance. On pourrait toujours argumenter de dire OK, elle a peut-être joué sur cette facette-là, mais moi j'ai pas cette impression-là. Sandra a été vraiment une joueuse exécrable dans Heroes vs Villains. Fait que l'entité de Sandra et ses 2 victoires, moi à mon sens, est pas valable. Rob Mariano, en mon sens, a aussi été, je pourrais dire, a pas été une légende comme on pourrait le percevoir aujourd'hui. C'est-à-dire que dans sa saison d'origine, Marquesas, il a quand même fini 10e. Ce qui est quand même une position de merde pour un joueur de l'importance de Rob. Il a été éliminé en 10e position. Puis quand il est arrivé le All-Star, il a participé au All-Star par la porte d'en arrière. Au All-Star, il y a certains joueurs qui ont participé, le top 3, les 3 derniers, c'était les 3 pires joueurs qui ont été sélectionnés par la production. Et pourquoi ces joueurs-là ont été choisis par la production pour être là, dans cette saison-là? C'est qu'il y avait les 3 joueurs d'importance qui ont remplacé, n'ont pas pu participer, ou n'ont pas voulu participer. Donc, par exemple, Rob Mariano, du consensus de tout le monde, a remplacé Brian Edick. Donc, Brian Edick était un joueur ultra puissant qui voulait faire Survivor All-Star, mais il voulait être payé plus. Il était greedy. Bien, bon, à cette heure, il n'y a plus personne qui voudrait l'avoir dans Survivor, mais à l'époque, Brian Edick était un joueur ultra puissant. Il était vu comme un joueur d'importance dans Survivor. Puis Brian Edick a refusé parce qu'il n'était pas payé assez. Donc, ils ont pris Rob Mariano par la bande. On a Jenna qui a remplacé Colleen la saison 1, puis on a Amber qui a remplacé Elizabeth la saison 2. Donc, c'était des choix de remplacement. Genre, OK, on peut pas avoir le joueur d'importance qu'on veut. On va prendre un joueur sur le site qui ressemble un peu côté stratégique ou visuel ou autre. Et donc, Rob Mariano, il a été par la porte d'en arrière pour Survivor All-Star. Puis la raison pourquoi il a pu se rendre aussi loin que ça, en mon sens, c'est justement parce que les joueurs considéraient que c'était un joueur de merde au début. Donc, malgré tout, il n'a pas réussi à gagner Survivor All-Star malgré qu'il a dominé sa saison. Après ça, il a fait Heroes vs Villains. Il s'est fait ramasser complètement par Russell Hantz puis Parvati. Russell Hantz et Parvati l'ont nettoyé. Rob ne l'a jamais vu venir. Puis finalement, Rob a gagné sa 4e saison. C'est pas un historique super brillant non plus. Là. Parvati, je considère qu'elle avait un bagage plus probant, c'est-à-dire que dans sa saison d'origine, c'est Yule qui avait réussi à l'éliminer en convainquant Jonathan Penner. Donc, Yule, Jonathan Penner, 2 gros joueurs qui ont éliminé une autre grosse joueuse en Parvati. Elle a encore là fait Hero, pas Hero, ça a été Fan vs Favorite. Elle a été elle aussi un peu par la porte d'en arrière à Fan vs Favorite. Il y a eu beaucoup de tractations comme de quoi c'était d'autres joueuses qui a été considérées, mais finalement ils ont été avec Parvati. Elle a dominé Fan vs Favorite, donc ce crédit-là est dû pour sa 2e saison. Heroes vs Villains, je pense que c'est sans conteste, elle aurait dû gagner la saison. Parvati méritait 100 fois de gagner la saison des Heroes vs Villains. Fait que moi, je considère que Parvati est une joueuse d'une catégorie vraiment supérieure aux autres. Mais Tony, lui, de son côté, il a tellement été puissant dans sa première saison que la 2e saison, il y avait tellement la chienne de lui qu'ils l'ont éliminé 2e. Là, il revient pour une 3e saison et il réussit à se faufiler stratégiquement jusqu'au merge, où ce qu'on est présentement. Et là, il commence à faire des moves d'impact comme il avait fait la première fois pour éliminer des joueurs, pour contrôler le jeu, stratégique, essayer de trouver des idoles, essayer de gagner des immunités. Il force.
il se donne à fond, puis il est revenu le Tony de sa première saison, donc de Cagayan. Donc, s'il vient qu'à gagner cette saison-là, sérieusement, je considère que Tony va passer en avant de Parvati en tant que meilleur joueur de tous les temps de Survivor. Parce que la cible était gigantesque dans son dos. Sincèrement, la cible était inimaginable. Ça semblait pas de tout ça au début. Puis, ce qui a été intéressant de voir la progression de Tony, c'est qu'au début, il nous le confie. Il nous dit, il faut pas que je le fasse. Je suis conscient qu'il faut pas que je le fasse. Il faut pas que je parte chercher des idoles. Je vais me remettre une cible dans le dos, comme je l'ai fait la deuxième fois. Tony a appris de ses erreurs. Tony, il a adapté son jeu par rapport aux joueurs qui étaient autour de lui. Il a essayé d'avoir l'air un peu con, il a essayé de faire rire le monde, d'être un peu... mais le gars, il avait conscience de tous les éléments qui l'entouraient. Et il a adapté son jeu par rapport à tous les autres joueurs. Il a laissé certains gros joueurs s'éliminer entre eux. Il a essayé d'en conserver le plus possible quand même en tant que bouclier. Et là, il est rendu assez loin que là, il est capable de faire des moves. Il est capable de faire des gestes probants pour lui donner un beau résumé rendu en finale puis dire, regardez, je suis arrivé ici, j'avais une cible gigantesque, vous m'avez tout oublié. Pendant tout le pre-merge, il n'y a plus personne qui a parlé de moi. J'arrive au merge, puis là, je gagne tout. Puis là, je contrôle le jeu. Puis là, il utilise les autres joueurs comme des marionnettes. Puis on l'a vu avec le vote qu'il y a eu, comme je vous disais un peu plus tôt, par rapport aux jurés qui voient ça. Tony qui fait comme, qui regarde Jérémy, puis c'est comme, veux-tu que je t'aide? Veux-tu que je prends soin de toi, là, mon beau? Là. Jérémy, il n'y a pas de problème, inquiète-toi pas. Jérémy qui a gagné un All-Star. Je prends soin de toi, mon boy. Je suis là. T'es comme le père de famille. Je suis là, inquiète-toi pas. Là. Tu le sens-tu, tu le sens pas. Je vais te protéger ou utilise ton pouvoir, fais quelque chose. Il regarde Sarah. Une autre joueuse qui a gagné un All-Star. Il regarde, c'est comme, veux-tu que je t'aide? T'as-tu peur? T'as-tu, tu sais, je suis là. Tu la figure dominante, là. Je veux dire, le gars, la façon qu'il joue, c'est comme s'il prenait deux joueurs qui ont gagné des All-Stars. Puis c'était comme, écoutez, vous êtes des amateurs, voulez-vous que je vous aide? C'est vraiment comme ça là, que ça donne l'impression. Là. Je sais pas comment vous l'avez analysé, mais il a l'air à les traiter comme si c'était des newbies. Tu sais, il fait comme, moi je sais quoi faire, veux-tu que je t'aide? Moi je te dis, écoute, t'es pas trop, inquiète-toi pas, t'es pas en danger. Moi je le sais, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mais si t'as peur, ben, utilise-les ton idole, il n'y a pas de problème. Mais je sais que, moi je le sais parce que moi je connais la game. Puis ça a donné ce feeling-là de domination complète de Tony. Et je pense que le commentaire de Rob était très bien placé en disant Tony is a boss. Rob le voit très bien. Tony domine les autres joueurs. Kim s'est fait laver alors que ça devait être un vote tellement facile pour Kim. Je veux dire, sérieusement, Kim a échappé ce vote-là. Elle qui a réussi toutes ses éliminations dans sa saison d'origine, elle n'a pas été capable de battre Tony sur celle-là. Alors que Tony était positionné où ce que Ben ne voulait pas garder Jérémy pour Saint-Saëns, que Nick veut éliminer Tony, qu'elle avait Denise de son côté, que Michel s'est fourré sur son vote. Kim avait toutes les raisons du monde de pouvoir contrôler ce vote-là, puis elle n'a pas été capable. Puis, vous voyez Ben puis Nick qui sont censés être du côté de Tony, puis Tony se calisse d'eux autres, puis il vote quand même avec lui. Tony avait l'air trop dominant. Puis, comme je dis, stratégiquement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On va voir comment que ça va évoluer dans le prochain épisode, surtout un épisode double de même. Mais Tony a l'air d'être en contrôle du jeu complètement. Ça fait 2 éliminations back-à-back qu'il contrôle parfaitement, qu'il l'exécute parfaitement. Alors que le odd n'était pas de son bord du tout. Je veux dire, le vote contre Sophie, à la base, n'était pas du tout en sa faveur. Il a réussi à faire le calcul. Il a fait comme, attends un peu, je peux diviser le vote de telle façon, telle façon, telle façon. OK, je suis capable de clencher Sophie. Il a été capable, en éliminant Sophie, que Sarah a été vraiment frustrée, quasiment haineuse face à lui. Puis il était capable de la rameuter, de prendre soin d'elle, puis faire comme, oui, inquiète pas, ça va bien aller, puis oui, je suis avec toi, il n'y a pas de problème.
Il a été capable, il a blindsidé Ben dans ce vote-là, puis il a fait la même affaire. Ben, oui, je sais, oui, ok, parfait, il n'y a pas de trouble, je te comprends, je t'aime, il n'y a pas de trouble. c'est comme. c'est incroyable. Les joueurs ont continué, fait comme, ouais, ok, c'est bon, on continue avec Tony. Je veux dire, puis, ce que je trouve drôle, c'est l'interaction quand il y a Ben est arrivé, puis il trouve son idole, essaie de la mettre dans ses poches, puis là, Tony fait comme, ben, je l'ai vu, là, t'essaies de me cacher des choses, puis là, ben, non, je sais pas, mais alors, je m'excuse. Tony fait en sorte que Ben s'excuse d'essayer de cacher une idole. Puis Ben qui dit, ouais, mais tu m'as menti aussi l'autre soir avec le vote. Ouais, mais c'était l'autre soir. Tony fait comme, ouais, c'était l'autre soir, là, on a pensé à d'autres choses. Là, tu me mens. C'est incroyable. Il joue avec eux autres comme si c'était de la pâte à modeler. Là. Et c'est incroyable de ce sens-là. Et je pense que pour une victoire de Tony, vous avez eu Russell Hantz, qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps de Survivor, qui n'a pas gagné. Et Russell Hantz a fait une sortie publique cette semaine en disant, il a montré une ancienne vidéo de lui. Et dans le vidéo qu'il avait fait là, quelques années, je pense, ou en tout cas l'année passée, quelque chose comme ça, Russell Hantz disait au monde, moi je considère que Tony est overrated. T'sais, Tony était pas si bon que ça. Que Tony, les gens le glorifient, mais dans le fond, Tony, c'est un peu de la merde, ses affaires. Puis Russell Hantz s'est sorti publiquement cette semaine en montrant cette vidéo-là, puis il dit, je tiens à m'excuser parce que si Tony, bien qu'à gagner Winners at War, Tony va être le meilleur joueur de tous les temps. Et puis il donne, Russell Hantz accepte de lui donner la couronne de meilleur joueur plus divertissant et le plus en contrôle du jeu. Et donc, moi, je pense que ça a une valeur. Russell Hantz est pleinement conscient que Tony, présentement, domine les autres joueurs. Et comme je vous dis, c'est pas une question de juste dominer les autres joueurs. On a vu des joueurs qui ont dominé des saisons. Mais là, vous dominez pas juste des joueurs. Vous dominez d'anciens gagnants qui savent comment jouer, qui ont déjà gagné. Et de voir Tony dominer un joueur comme Jérémy ou Sarah qui ont gagné des All-Stars, que eux autres ont dominé d'autres joueurs All-Star dans le saison All-Star, ben c'est sûr que ça met Tony vraiment une grosse coche au-dessus. Ce que, par exemple, Rob n'a pas réussi à faire. Rob n'a pas réussi à le faire dans Heroes vs. Villains. Rob n'a pas réussi à le faire dans Winners at War. Parvati, malgré qu'elle a très bien joué dans dans Heroes vs. Villains, elle a été énormément aidée aussi par Russell Hantz dans cette saison-là. Et cette saison-ci, elle n'a pas été capable de répéter cette façon de jouer-là. C'est des joueurs qui n'ont pas été capables de répéter leur domination d'une saison. Tony, lui, oui. Et je pense que la production est consciente qu'une victoire de Tony, ce serait une victoire satisfaisante pour beaucoup de monde. Parce que ça démontrerait que c'est un joueur extraordinaire dans sa saison d'origine, qui a dominé sa saison d'origine. La deuxième fois qu'il a joué, il avait été tellement dominant que tout le monde voulait le sortir dès le premier épisode. Il revient dans la troisième fois, il s'adapte, il change sa stratégie, change ses affaires, il arrive à la fin, il redomine, il écrase tout le monde, il contrôle tout le monde et il gagne. Je pense que c'est une belle histoire pour la production. Fait que j'ai hâte de voir comment que l'élimination va être faite dans les épisodes doubles. En mon sens, un épisode double comme ça, habituellement, il y a toujours une élimination prévisible, puis une qui ne l'est pas. D'habitude, la production s'arrange toujours pour avoir ce genre de dynamique-là. Il commence toujours avec le vote qu'on s'attend. Première heure, de faire comme, ah ouais, cette personne-là, c'est sûr qu'elle a été éliminée. La deuxième heure, on est toujours comme, what the fuck? Fait que comme ça rend l'épisode plus intéressant au final, puis plus satisfaisant au final. Donc, si je prends ce concept-là, qui est peut-être pas vrai, peut-être qu'on va avoir deux votes super surprenants, peut-être deux votes vraiment ennuyants, c'est dur à dire, mais normalement, c'est la structure que la production essaie d'emmener. Je vous dirais que la prochaine élimination, je verrais Jérémy se faire éliminer en premier. Et Jérémy, c'est un vote
Et je pense que Tony aura pas le choix de donner du lest un peu. Par rapport, entre autres, à Ben, à Nick, de dire, ouais, ok. T'sais, surtout s'il veut sauver Sarah. D'éliminer Jérémy, de laisser Jérémy se faire éliminer. Je pense que Tony a fait son effort de guerre pour sauver Jérémy. Tony peut très bien dire à Jérémy, écoute, joue-les ton 50-50, c'est le temps. Et Jérémy aura pas le 50-50 correctement, ou peu importe. Et il va se faire éliminer vraiment sur de la pure, on pourrait dire une pure chance de 50-50 rendu là. Je pense que ça tiendrait la route. Ça ferait en sorte que la première heure, c'est comme, ah, ok, Jérémy a été éliminé, il a utilisé son 50-50, ça n'a pas marché. Ok, c'est quoi qui s'en vient? Maintenant que Jérémy n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est la deuxième heure qui risque d'être intéressant. C'est-à-dire que si c'est un vote imprévisible, j'ai le sentiment que les deux joueurs qui seraient le plus imprévisibles d'éliminer, c'est sûr que Tony serait vraiment là, je serais sur le cul. Je serais vraiment sur le cul de voir Tony se faire éliminer, ce qui peut être possible. Je veux dire, Tony peut très bien se faire éliminer, là. Mais j'ai plus l'impression que ça peut être Nick ou Sarah qui va se faire éliminer. J'ai plus l'impression que ça va aller peut-être dans une de ces deux directions-là. À moins qu'ils ont monté Ben d'une façon pour voir Ben se faire éliminer. Mais j'ai pas encore ce feeling-là par rapport à Ben. Nick, Sarah seraient des votes qui pourraient être surprenants. Mais j'ai pas l'impression que Sarah va être blindsidée par quelqu'un. On dirait que c'est pas emmené comme ça. Il n'y a pas assez de trending en arrière de ça. Ou ça peut être un vote de puissance, puis ça va être Denise qui va partir. Fait que c'est sûr qu'il reste plus beaucoup de joueurs. Fait que c'est de dire, bon, j'en choisis 2-3 dans le tas, c'est quasiment de toutes les choisir. Michel, j'ai pas l'impression. Il y a rien qui indique que Michel peut se faire éliminer. Denise possible. Nick possible. Je pense que ça peut jouer entre ces deux-là. Ben, je pense qu'il y a encore du jus à offrir pour se rendre jusqu'en finale. Il y a de l'histoire bâtie autour de Ben, ce que les autres n'ont pas. Donc, je vais y aller avec Denise ou Nick. On va voir. Ça serait pas surprenant l'un ou l'autre, en mon sens. Ben, dans le sens, ça serait pas surprenant dans le contexte où ce que d'habitude le deuxième vote est surprenant. Là, fait que, là présentement, il n'y a pas vraiment d'histoire bâtie sur eux autres, puis ça viendra un peu de nulle part. Mais je pense que oui, un ou l'autre serait très logique rendu là et permettrait aussi de donner du jeu à Tony par rapport à sa stratégie de garder peut-être Sarah et Ben en finale. Je trouve que ça tient la route quand même. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. Faites un petit like si ça a été intéressant pour vous autres, malgré que mon épisode a duré quasiment aussi longtemps que l'épisode de Survivor en soi. Fait que je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode double qu'on va discuter. Ça va être l'enfer. Bye, une bonne journée à vous autres. Puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous autres. La santé, c'est ce qui est le plus important. Bye bye.